Nouvelle affaire de pédophilie aux États-Unis. Le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté pour des accusations de trafic sexuel de mineurs. Une affaire qui fait ressurgir le Pizzagate lors de la dernière campagne présidentielle états-unienne. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule actuellement en Égypte, la compétition suscite de nombreuses réactions en France dans les communautés d'origine africaine. Des réactions de joie qui se transforment comme bien souvent en scène d'émeute. Mardi, le maire d'Orange a inauguré une statue en hommage aux victimes de la terreur de la Révolution française. TV Liberté est allé à la rencontre de l'édile vauclusien et de l'artiste à l'origine de l'œuvre. Madame, monsieur, bonsoir. Un nouveau scandale sexuel secoue les États-Unis. L'arrestation du milliardaire Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel de mineurs, fait ressurgir les différentes affaires de pédophilie qui avaient déferlé lors de la dernière campagne présidentielle. Thibaut Bastide. Une nouvelle affaire de pédophilie en pleine campagne présidentielle états-unienne. Samedi, le milliardaire Jeffrey Epstein a été arrêté à son retour de France pour des accusations de trafic sexuel et a comparu lundi devant un tribunal fédéral à Manhattan. Selon l'acte d'accusation rendu public par le procureur fédéral, l'ancien gérant de fonds spéculatifs est accusé d'avoir, entre 2002 et 2005 au moins, fait venir des mineurs, dont certaines âgées de 14 ans seulement, dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach en Floride pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide. Des photos dénudées de mineurs auraient même été retrouvées dans l'une de ses propriétés. Pour ces faits, il encourt 45 ans de prison s'il est reconnu coupable. Déjà accusé il y a une dizaine d'années pour des faits similaires, Jeffrey Epstein était parvenu à un accord controversé de négociation de peine, comme Roman Polanski avant lui. Jeffrey Epstein avait accepté de plaider coupable pour le seul chef d'accusation d'avoir sollicité les services de prostituées mineures. Un accord négocié avec le procureur fédéral chargé de cette affaire, Alexander Acosta, aujourd'hui ministre du Travail de Donald Trump. Ainsi, cette nouvelle affaire prend une tournure très politique avec une cible de choix, le président états-unien. En effet, alors que la course à la Maison-Blanche est lancée, immédiatement, un lien a été fait entre Jeffrey Epstein et Donald Trump, avec la publication de photos montrant les deux hommes d'affaires ensemble. D'ailleurs, plusieurs responsables à la Maison-Blanche craignent que les démocrates encouragent des victimes potentielles d'Epstein à témoigner en public devant le Congrès, ce qui pourrait attirer l'attention sur la gestion du dossier par Alexander Acosta à l'époque, et donc, par la même occasion, fragiliser le locataire de la Maison-Blanche en vue de sa possible réélection. C'est tout du moins l'objectif d'une grande partie des opposants de Donald Trump, médias compris. Cependant, le président états-unien n'est pas cité dans l'acte de mise en accusation. S'il s'agit de cibler le locataire de la Maison-Blanche, c'est bien une nouvelle fois le clan Clinton qui pourrait être impliqué. En effet, l'ex-président Bill Clinton est mis en cause. Il a voyagé à plusieurs reprises en 2002 et 2003 dans le jet privé de Epstein, appelé le Lolita Express, car des jeunes femmes étaient souvent présentes à bord. Bill Clinton s'y serait trouvé sans son staff, ni ses agents de sécurité. Si le clan Clinton s'est défendu, l'affaire a immédiatement fait écho à l'affaire du Pizzagate. En octobre 2016, alors qu'Hillary Clinton faisait face à Donald Trump pour briguer la Maison-Blanche, la candidate démocrate a été accusée d'être à la tête d'un réseau de pédophiles dont le QG se trouverait dans la cave d'une pizzeria de Washington. Un scandale qui avait fait grand bruit mais qualifié de théorie du complot par les défenseurs d'Hillary Clinton. Cependant, 3 ans plus tard, c'est bien le nom Clinton qui est une nouvelle fois cité dans une sombre affaire de pédophilie.
La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, fait des émules alors que la compétition continentale se déroule en ce moment en Égypte. Elle suscite énormément de réactions en France, notamment lors des rencontres de l'Algérie. Des explosions de joie qui laissent régulièrement place à des petits débordements. Thibaut Bastide. One, two, free, viva l'Algérie, un slogan devenu un véritable hymne. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule actuellement en Égypte, les différents matchs de la compétition trouvent un véritable écho en France. En effet, les différentes communautés d'origine africaine se retrouvent pour observer, scruter et exulter à chaque exploit de l'équipe de leur pays de cœur. Et une équipe tire son épingle du jeu, l'Algérie. Si les supporters des Fennecs, surnom attribué aux joueurs de l'équipe nationale algérienne, n'ont pas l'exclusivité des rassemblements les soirs de match en France. Ceux-ci se font particulièrement remarquer. Dimanche, à l'occasion de la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs scènes d'euphorie ont éclaté partout en France et notamment sur les Champs-Élysées. L'avenue a ainsi été envahie par environ 2000 supporters peu après le coup de sifflet final, donnant lieu à une joyeuse pagaille, immobilisant l'intégralité de la circulation. Cependant, le rassemblement a aussi donné lieu à de nombreux débordements avec les forces de police. Allez, ça commence à s'agiter avec les CRS là-bas. Ça commence la bagarre. Ah, prépare-toi, ça va courir. Vamos. Ainsi, du mobilier urbain a été dégradé. Les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations à Paris, mais également en banlieue parisienne ou encore à Grenoble. Dans l'Isère, les drapeaux algériens étaient de sortie, quitte à bloquer la circulation des véhicules, ainsi que des tramways en occupant l'intégralité des voies. Ah, c'était ouf! Voilà, ils sont fous! Même son de cloche à Marseille, où le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, a filmé les scènes de liesse. Des scènes qui se répètent inlassablement depuis de nombreuses années. En 2013, lors de la qualification de l'Algérie pour la Coupe du Monde. Rebelote en 2014, lors du 8e de finale de la Coupe du Monde. Un phénomène qui a même tendance à s'exporter lors des rencontres de l'équipe de France, notamment en 2018. Alors que les Bleus fêtaient leur qualification pour la finale, certains supporters de l'Algérie avaient tenté de s'immiscer avec un succès tout relatif. Cependant, ces scènes restent marginales, les drapeaux algériens se fondant désormais parfaitement dans tout type d'événement. D'ailleurs, dans la plupart des cas, il s'agit de prétextes afin d'en découdre avec les forces de l'ordre. Le prochain match de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire jeudi soir pourrait d'ailleurs passer un nouveau cap et l'ambiance pourrait s'avérer particulièrement chaude. En effet, en 18 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie n'a remporté qu'une seule fois la compétition en 1990. Mais cette année, les Fennecs semblent disposer d'un bel effectif. Et si ce ne sont pas les Algériens de cœur qui descendent dans les rues, d'autres diasporas bien présentes en France pourraient prendre le relais, puisque parmi les équipes toujours en lice, on retrouve la Côte d'Ivoire, la Tunisie ou encore le Sénégal. Un mémorial de la terreur inauguré dans la ville d'Orange. La présentatrice de l'émission Perles de Culture, Anne Brassier, s'est rendue mardi auprès du maire de cette ville, Jacques Bompard, et de l'artiste à l'origine de l'œuvre d'art pour recueillir leurs témoignages. Entouré de plusieurs descendants de victimes d'exactions de la Révolution française, l'édile vauclusien a fait installer une statue de bronze rendant hommage aux quelques 332 victimes, dont 32 religieuses.
J'ai voulu rappeler que notre histoire comptait de belles heures et des heures terribles. Et que ces heures terribles, on ne doit pas les oublier, on ne doit pas les effacer sous l'autel du prêt à penser. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est le prêt à penser. Or, le prêt à penser, il commence quand ? Je crois qu'il commence à la Révolution et je crois qu'il commence avec la terreur. Donc, combattre le prêt à penser, c'était combattre, rappeler. C'était pas combattre, c'était rappeler la terreur. Vous avez en plus de ça, je crois, donné beaucoup de bonheur à tous ces descendants que vous avez installés sur les marches du théâtre. C'est aussi une réparation pour eux. J'ai eu plusieurs familles qui me l'avaient demandé. Alors au départ, on avait pensé faire quelque chose de modeste sur les murs du théâtre antique. Et puis ça n'allait pas, ça ne donnait pas ce qu'on voulait. Donc on a dit, bon voilà, on va se jeter à l'eau, on va faire un concours. Et on est arrivé à là, grâce à un artiste de grand talent. J'ai pensé, en regardant vos statues, aux officiers de Catine qui sont morts en récitant le chapelet. Au film de Rabourdin, La Rébellion cachée, ils montent à l'échafaud, les paysans montent à l'échafaud en priant. Oui, mais c'est parce que pour eux c'était apothéose. Ils remercient Dieu qu'il a choisi comme martyr. C'est étonnant, encore dans notre époque où tout perdu le sens, parce qu'ils étaient assassinés pour deux mots. Liberté, égalité, c'est tout. Hein. Si maintenant on dit on augmente votre salaire à 30%, il faut dire je ne sais pas quoi, 60% diront c'est n'importe quoi, hein, parce que les mots ont perdu leur sens. Et là, ce monument, peut-être, va encore rétablir le poids des mots. L'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Un safari qui finit mal chez les nouveaux commerçants. La famille Alboud, dirigeant d'une enseigne U du Rhône, s'est offert il y a 4 ans une de ces parties de chasse controversées dans une réserve d'Afrique. C'est ce que l'on appelle la chasse en boîte, un safari-chasse d'une valeur de plusieurs milliers de dollars qui consiste à chasser des animaux élevés en réserve, souvent drogués lors de la traque. L'apogée de cette forme de chasse pas très équitable est ensuite de poser crânement sur les trophées les cadavres d'animaux fraîchement tués. Les photos de cette chasse ont envahi la toile mardi, provoquant la colère de certains internautes. Sous la polémique, l'enseigne Super U s'est dans un premier temps désolidarisée de cette affaire pour finalement annoncer plus tard dans la soirée de mardi que la famille Alboud quittait la direction de leur magasin. Si la pertinence de ce type de chasse peut être remise en cause, difficile cependant de comprendre sur quelle base Super U se permet de commenter les vacances de ses dirigeants et plus précisément quand ceux-ci n'enfreignent pas la loi. François de Rugy profite de votre argent. L'ancien président de l'Assemblée nationale et actuel ministre de l'Environnement s'est fait épingler par Mediapart pour une dizaine de dîners très haut de gamme, organisés entre 2017 et 2018 dans les salons de l'hôtel de Lassay. Des dîners qui n'auraient par ailleurs aucun lien avec sa fonction de l'époque. Parmi les heureux invités à ces agapes, on retrouve notamment des membres de sa famille, son épouse et des amis de sa femme, elle-même journaliste dans le très sérieux journal Gala. Face aux critiques, le ministre a réponse à tout. Il s'agirait d'accusations grotesques et François de Rugy aurait en réalité remis de l'ordre dans la gestion budgétaire de l'Assemblée. Finalement, pourquoi pas ? Bernard Tapie a bien été innocenté, lui. Jean-Louis Borloo n'accepte finalement pas le boulot de président de Huawei. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a mis fin aux interrogations qui pesaient sur sa nomination, déclarant sur les réseaux sociaux qu'il avait d'autres projets qui l'empêchent d'assurer pleinement cette responsabilité. Une déclaration qui ressemble à une annulation de dernière minute, alors même que Huawei se retrouve au centre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et face à des accusations d'espionnage. L'homéopathie, c'est fini. Le gouvernement vient de confirmer que les petits granules ne seront plus remboursés à partir de 2020, car jugés insuffisants en termes d'efficacité. Une justification pour le moins étonnante quand on sait que de nombreux médicaments présents sur le marché sont inefficaces, voire dangereux. Le ministre de la Santé Agnès Buzyn déclare assumer cette décision impopulaire et affirme qu'elle n'a pas été prise à des fins d'économie.
Le chiffrage de cette réforme serait tout de même de 126,8 millions d'euros d'économies. Des billets d'avion plus chers au nom de l'écologie. Dès 2020, les billets d'avion au départ de la France seront soumis à une écotaxe allant de 1,50 € à 18 €. De quoi permettre d'engranger 180 millions d'euros de recettes pour l'État qui désire financer, entre autres, la transformation des infrastructures des trains pour les rendre plus écologiques. Une nouvelle taxe qui vient alourdir toujours plus la charge qui pèse sur les contributeurs, alors même que le trafic aérien intérieur représentait en 2017 seulement 2,8% des émissions de CO2. Guerre des chefs en terre britannique. L'entourage du candidat conservateur favorable au hard Brexit est suspecté d'avoir fait fuiter volontairement les télégrammes de l'ambassadeur britannique aux États-Unis hostile à Donald Trump. La manœuvre consisterait en une décrédibilisation du chef de la diplomatie, Jeremy Hunt, également candidat à la succession de Theresa May. Boris Johnson, favori dans la conquête du parti, est très apprécié de Donald Trump. Des bruits de couloir laissent même croire qu'il pourrait nommer le candidat du Brexit, Nigel Farage, en poste diplomatique à Washington s'il parvenait à s'installer au 10 Downing Street. Une chose est sûre, dans cette campagne fratricide entre les conservateurs, tous les coups semblent permis. Dans un instant, notre Zoom du jour, le psychanalyste et psychiatre Christian Flavigny évoque les questions de la GPA et de la PMA en présentant son essai « Le débat confisqué ». La question, c'est de défendre une logique de la vie de l'enfant, si vous voulez. Il faut que l'enfant puisse se repérer. C'est ça qui est en jeu. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on essaie de réduire un débat social, ce qui est en fait un débat anthropologique, on peut dire, qui est que l'enfant puisse se repérer dans ce qui lui arrive. Parce que voilà, il faut qu'il comprenne. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu essentiel. Alors, l'autre enjeu qui est important là-dedans, c'est qu'il y a une fascination pour les pratiques américaines. Et cette fascination, je dirais, est extrêmement problématique parce qu'on prend certains éléments, parce qu'on dit par exemple aux États-Unis, effectivement, la législation pour autrui se pratique. Bon, alors c'est une culture complètement différente, et on oublie qu'une pratique n'a de sens que dans une culture donnée. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz, mes libertés politiques avec François Biot de Lopner. Mais c'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Décidément, je m'entends très bien avec le beau-frère de notre Léon, qui s'appelle Maxime, et je l'ai même reçu au village à sa demande, enfin la demande de sa femme. Il est venu en voiture, il avait quelque chose à me dire. Alors je vous rappelle que Maxime a été dans la culture, dans la musique, toute sa vie, dans une ville moyenne, de la taille d'Agen, à peu près aussi proche de Toulouse d'ailleurs, et il voulait donc me voir ce jour-là. Et s'il m'a payé le repas au café-restaurant du coin, c'est qu'il avait plusieurs choses à me dire dans la perspective des municipales. J'étais donc assez curieux de l'entendre et nous avons parlé de plusieurs choses, mais le premier sujet vous obligera à attendre demain pour connaître les autres, parce que j'ai trouvé que ça méritait largement une chronique intercalé. C'est le vin rouge, figurez-vous. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est un personnage haut en couleur, ce Maxime, qui aime bien le vin rouge, et il en avait marre d'entendre partout dans les médias, qu'il appelle les médias de cul serré, ces véritables campagnes permanentes qui se déchaînaient en ce moment, selon lesquelles même un seul verre de vin était dangereux pour la santé, etc. Et là, ce qu'il m'a dit, en regardant les convives dans la salle de restaurant autour de nous, mérite largement que vous vous attendiez demain pour entendre le reste. Il m'a dit,
regardez les gens là qui boivent leurs demi-litres à table, on est samedi, il fait beau, ils sont contents d'être là. Ce matin, ils se sont levés un peu maussades, si ça se trouve, ils n'avaient pas le moral. Et là, ils discutent avec 3 copains, on voit leurs soucis s'envoler. Ils disent on va faire ci, on va faire ça, ils sont pleins d'enthousiasme, tout excités par le vin, probablement, ou la bière, mais ils perdent leurs inhibitions, ils ont de l'imagination, ils ont de nouveau un courage qu'ils n'avaient pas ce matin. Parce qu'en fait, le vin rouge, ou l'apéro, c'est la cocaïne du pauvre. Alors là, tu me diras, on peut se tutoyer, hein, me dit-il. Oui, et c'est mauvais pour les reins, me dit-il, c'est ce qu'on prétend. J'ai répondu qu'il pouvait en effet me tutoyer, mais j'ai jamais dit une chose pareille. C'est pas moi qui ai parlé des reins, lui ai-je précisé. Alors je lui dis aussi, j'ai connu des alcooliques dont le cerveau fonctionnait mieux que les reins. Des émotifs, des imaginatifs qui avaient besoin de l'euphorie rampante de l'alcool pour avoir du talent, voire du génie. Et en réponse, cet homme m'a fait un tableau halluciné des rapports entre le monde des pisse-froids, qui n'avaient aucune chaleur, aucune culture, généralement des Nordiques, des Américains, et qui voyaient le monde un peu comme une clique, des gens qui adoraient l'art contemporain, par exemple. Quand tu vois Bernard Arnault, me dit-il, tu te dis que sa dernière cuite remonte probablement à ses 16 ans et demi. Et puis, il a parlé également des autres qui avaient, eux, de l'indulgence pour autrui, qui avaient de l'audace, de l'imagination, un sens de la gratuité, de la vanité des choses, et tout ça allait très bien avec le fait de boire un coup de trop parfois. Et en tant que musicien et fils de chef d'orchestre, donc cultureux de père en fils, si on peut dire, la vraie culture, me dit-il, celle qui aime les gens, eh bien, il avait toujours fait, lui, le rapport entre l'ivresse et le génie. Il m'a rappelé que Mozart composait avec un verre de vin blanc sur le clavecin, n'avait jamais rien fait avec modération, on ne pouvait pas dire. Il a dit la modération, c'est la mort. Je lui ai quand même objecté que les immodérés ne vivaient pas longtemps non plus. Il m'a répondu que les immodérés, comme tu dis, ont vu l'essentiel avant les autres, et c'est pour ça qu'ils s'en vont avant les autres. Quand tu as vu ce qu'il y avait à voir en cette vie, eh ben, tu t'en vas. Et alors finalement, il me dit, c'est pour ça que je voulais te voir, j'ai un service à te demander, et là j'ai prêté l'oreille. Mais comme ma chronique ne peut pas dépasser 4 minutes, j'espère que vous serez nombreux pour entendre demain ce qu'il avait à me dire. Abonnez-vous, merci. L'UMP, puis les Républicains, c'est En Marche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henri Guénaud. Les Républicains, en succédant à l'UMP, étaient censés changer la donne. Mais compte tenu de la déculottée des dernières européennes, rien n'est moins sûr. Parlons franchement. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de différencier Gérald Darmanin et Édouard Philippe de Christian Jacob, d'Éric Woerth ou de Valérie Pécresse, par exemple? Preuve en est donnée par la ville de Paris. Pour s'opposer à la folie hidalguienne, il faut reconnaître que l'enjeu est motivant. Les Républicains font de gros mamours à la République en marche. Les Républicains, c'est bras dessus, bras dessous avec la République en marche. Les Républicains et la République en marche, 2 petites lettres de rien du tout, en plus ou en moins, et le tour est joué. On devient les meilleurs amis du monde. À Marseille d'ailleurs, c'est le même topo. Brigitte et Jean-Claude forment désormais un couple inséparable. Du coup, l'on se demande ce qui peut bien justifier la survie de cet ex-grand corps moribond qu'est le parti officiel de la droite dite de gouvernement. Pas de vision commune, pas d'enthousiasme ni d'espérance, pas de foi dans la nation, pas de prise de position franche sur les dossiers brûlants, l'islam, la famille traditionnelle, la défense de nos libertés, refus de considérer que, qu'on le veuille ou non, notre système politique fonctionne mieux quand il y a à droite une véritable droite et à gauche une véritable gauche. Incapacité aussi à relever le défi d'allier pour le meilleur la tradition
et l'enracinement, les alliés à la modernité. C'est bien dommage, car que cette tradition est belle, et devant les errements de Manu, il y a tant à faire pour redresser la barre. Le peuple de France, dont une partie non négligeable a enfilé son gilet jaune ces derniers mois, n'attend que ça. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.